faut pas que les gens se croient à l'abri de la violation des droits de l'homme. Qui que tu sois, quel que soit le poste que tu occupes, et nous parlons en connaissance de cause. Nous avons eu à étudier des plaintes venant de la part soit des hautes personnalités, soit des parents de hautes personnalités. Chers téléspectateurs de l'Alternance TV, bonjour. Nous avons l'immense plaisir d'être reçus par le président de la CNDH. La CNDH, c'est la Commission nationale des droits de l'homme, M. Agibou Boiré. M. Boiré, bonjour. Bonjour, M. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Merci bien de l'opportunité que vous m'offrez. Je suis Agibou Boiré, je suis le président de la Commission nationale des droits de l'homme du Mali, en même temps le président du mécanisme national de prévention de la torture. Donc les deux mécanismes sont confiés à la CNDH. Nous savons tous que la CNDH est devenue une structure avant-gardiste en matière de droits de l'homme. Quelles sont ses missions? Les missions de la CNDH, il faut le préciser d'abord, sont clarifiées par sa loi de création. Pour mémoire, la CNDH est créée par la loi 036 du 7 juillet 2016 avec trois missions principales, à savoir une mission de protection des droits de l'homme, une mission de promotion des droits de l'homme et une mission de prévention de la torture. Et dernièrement, on nous a confié une quatrième mission qui est celle de la protection des défenseurs des droits de l'homme. Maintenant, au titre de la protection des droits de l'homme, la CNDH est chargée de recevoir des plaintes individuelles ou collectives sur toute allégation de violation des droits de l'homme, de mener des enquêtes, des investigations pour établir les faits et de faire des recommandations aux autorités compétentes pour mettre fin à toutes les violations ou abus constatés. En même temps, la CNDH joue le rôle de conseil auprès de l'État et le rôle de conseil juridique également auprès des populations et d'assistance juridique. Ça, c'était au titre de la protection. Maintenant, par rapport à la promotion, la CNDH est chargée de communiquer, de sensibiliser, d'informer sur les droits de l'homme et de faire en sorte qu'une culture des droits de l'homme soit instituée au Mali, et de mener des études scientifiques, des enquêtes sur les problématiques des droits de l'homme. En même temps, d'assurer la coopération et de promouvoir cette coopération entre l'institution et toutes les institutions de la République, avec les organes des traités des Nations Unies, avec les ONG nationales et internationales, avec les organisations de la société civile. À ce titre également, nous participons aux travaux de l'organe législatif qui est en ce moment le Conseil de transition. Nous sommes appelés par rapport à des écoutes sur les projets de texte en vue de donner notre vision, notre avis technique sur tout ce qui est problématique des droits de l'homme. Maintenant, la prévention de la torture, ça c'est ce qui nous amène à visiter les lieux de privation de liberté. Vous nous voyez très souvent visiter les prisons, les maisons d'arrêt, les unités d'enquête. C'est pour nous assurer du respect des conditions de détention au Mali et puis de la lutte contre la torture surtout. Voilà, en gros, nos missions. Ok. Et nous savons qu'en plus de la CNDH, il y a d'autres structures de défense des droits de l'homme. En quoi la CNDH diffère-t-elle des autres structures? Bien, la CNDH, comme je le disais, a été créée par une loi. Okay. Donc, c'est une autorité administrative indépendante. Okay. Alors qu'il y a beaucoup d'autres organisations de défense des droits de l'homme qui sont soit des ONG, soit des associations. Comme vous le savez, une association, tout le monde peut adhérer librement. Okay. Donc les ONG également, il y a des conditions de création. Mais la CNDH est l'Institution nationale des droits de l'homme du Mali. Okay. Et puis, sa création résulte du respect d'une résolution des Nations Unies qu'on appelle les principes de Paris.
Donc ce sont ces principes qui recommandent à tous les États du monde d'avoir une telle institution chargée du respect et de la protection des droits de l'homme. Donc le Mali ne fait pas exception à la règle. C'est pour cette raison qu'il est important d'expliquer aux populations ce que c'est que cette institution. Elle n'est pas que nationale, elle a ses équivalents un peu partout dans le monde et puis elle est le relais tout trouvé du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Okay. Alors, depuis votre élection, oui, c'est une élection, je crois, oui, tout à fait, à la tête de la CNDH, est-ce que vous pouvez nous tirer un peu le bilan? Eh bien, effectivement, notre mandature a coïncidé avec la relecture de la loi de création de la CNDH. C'est pourquoi je vous ai dit que notre mandat relève de 2016, alors que la CNDH en tant que telle existe au Mali depuis dans les années 89. Donc c'est une très vieille institution, même si les principes de Paris datent de 1993. Donc c'est suite à des recommandations des Nations Unies et des organes internationaux de défense des droits de l'homme que le Mali a été amené de conformer la loi de création de la CNDH aux principes de Paris, avec comme objectif assigné à notre équipe pour la première fois l'accréditation au statut A, chose que nous avons pu obtenir d'ailleurs. Ça veut dire qu'on a atteint l'objectif majeur. Ça, c'est un premier élément important de notre bilan. En plus de ça, nous avons contribué à former et à renforcer les capacités des centaines d'officiers de police judiciaire, des éléments des forces de défense et de sécurité, des membres des organisations de la société civile, notamment les femmes, les personnes vivant avec handicap, et singulièrement les personnes qui vivent avec les personnes atteintes d'albinisme. Au-delà de ça, nous avons eu des relations de coopération avec les institutions de la République. Nous avons rendu des visites à pratiquement toutes les institutions, singulièrement au ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, au ministre de la Défense, au ministre de la Sécurité, au président du Conseil économique, social et culturel, conformément à ce que la loi nous recommande. En plus de ça, les plaintes que nous recevons plus de 100 plaintes par année. Et nous essayons d'apporter des solutions. Et pour la plupart, nous arrivons à orienter les plaignants vers les structures juridiques ou judiciaires appropriées afin que ces plaignants soient remis dans leurs droits. Donc, au-delà de ça, nous faisons des campagnes de vulgarisation des droits de l'homme, d'explication, de communication. Et cette émission, d'ailleurs, est un exemple parce que ça contribue à faire la promotion des droits de l'homme afin que les gens comprennent ce que c'est que les droits de l'homme. Bref, en attendant de faire un bilan exhaustif, nous avons vraiment contribué à faire connaître les droits de l'homme et à contribuer à régulariser beaucoup de situations de violation des droits de l'homme, même si le défi est immense. Parlant de forces de défense et de sécurité, nous savons ces derniers temps qu'il y a un rapport qui a été publié par la MINUSMA et ce rapport fait l'objet de beaucoup de critiques. Et on vous a vu sur certains plateaux, en tout cas, défendre pratiquement ce rapport. Alors, selon vous, quelle lecture faites-vous justement de ce rapport? Êtes-vous compris réellement par l'opinion? Justement, c'est ça le problème. C'est pourquoi il faut redoubler d'efforts par rapport à la sensibilisation et à l'information sur les droits de l'homme. Je pense que nous sommes incompris par une bonne partie de la population, dû au fait que le concept de droits de l'homme n'est pas compris dans notre pays. Parce que beaucoup l'assimilent à des inventions occidentales, à des inventions des Blancs, alors qu'il n'en est rien. L'une des sources principales des droits de l'homme, tire son origine du Mali, c'est la charte de Kourkan-Fouga. En plus de ça, les droits de l'homme sont consacrés dans tous les instruments juridiques importants du Mali, à commencer par la Constitution du Mali, dont 22 articles dans un chapitre entier sont consacrés aux questions des droits de l'homme, à la consécration des droits de l'homme. En plus de ça, lorsque nous défendons les droits de l'homme, il s'agit principalement des droits des citoyennes et des citoyens maliens. Il ne s'agit pas des droits d'un Israélien ou d'un Palestinien ou d'un Français ou d'un Russe. Donc, il s'agit des populations maliennes. Donc, pour revenir à la question de Moura, effectivement, il faut rappeler que
l'enquête sur les violations ou les allégations de violations des droits de l'homme est bien transcrit dans les mandats de l'aménagement, ou disons était, parce que l'aménagement est en partie, était bien transcrit clairement dans le mandat de l'aménagement. En d'autres termes, la division des droits de l'homme de l'aménagement était chargée par le Conseil de l'ONU de mener des enquêtes sur tous les cas de violation des droits de l'homme et de rendre compte à travers les rapports. Ça, c'est une précision importante d'abord à savoir. Le deuxième élément, j'ai dit la méthodologie d'enquête est connue. C'est quelque chose qui est enseigné. C'est pas du jour au lendemain qu'on se lève pour mener une enquête sur les questions de droits de l'homme. Donc, ceux qui ont mené ces enquêtes ont une formation là-dessus et sont bien rodés dans cette méthodologie. Et cette méthodologie, dans ses grandes lignes, consiste à rassembler les éléments de preuve, à recouper les éléments de preuve, à faire en sorte que les faits soient établis au-delà d'un certain doute raisonnable. Et dans le cadre du rapport, on ne parle pas d'accusation. On parle des rapports sur des allégations de violation des droits de l'homme. Okay. C'est ce que les gens doivent comprendre. Donc après la phase du rapport, l'objectif, c'est vraiment d'identifier les auteurs qui sont présumés avoir commis ces violations. Et deuxièmement, de pouvoir les juger et les condamner. Et cette tâche revient à l'État. S'il y a un rapport des Nations Unies sur les questions de violation des droits de l'homme, il revient à l'État soit de produire un rapport contradictoire avec des éléments de preuve vraiment qui peuvent convaincre et ensuite confier les dossiers à la justice par rapport à la phase judiciaire. Donc, il y a eu en réalité un faux débat du fait que les gens méconnaissent ou les gens manquent de rigueur par rapport à un certain nombre d'analyses. Sinon, c'est de l'ordre du normal. Et puis, ce n'était pas le premier rapport de la division des droits de l'homme. Vous vous souvenez, Bounty, à l'époque également, il y a eu des contestations. Et il se trouve que à l'époque, le gouvernement du Mali était du côté de Barkhane pour dire que effectivement, ce sont des terroristes qui ont été tués et non les populations civiles. Nous nous sommes sortis à l'époque pour dire que dès qu'il y a deux avis contradictoires, il vaut mieux commander un rapport international, une enquête indépendante, donc pour pouvoir faire la part des choses. Donc c'est la même opinion, c'est le même avis que nous avons donné sur la situation de Moura. Donc c'est dire que c'est pas quelque chose d'extraordinaire et ça n'arrive pas qu'au Mali. Mais il y a eu trop de campagnes d'intoxication, de désinformation, comme on assiste fréquemment en ce moment à ce genre de propagande, de manipulation qui ne font qu'aggraver la crise dans notre pays, malheureusement. Okay. Alors on constate aussi qu'il y a, quand tu compares en tout cas la période avant la transition et cette période transitoire, nous avons comme l'impression que toutes les libertés ne sont pas garanties. Est-ce qu'au niveau de la CNDH, vous vous préoccupez réellement de cela? Effectivement, c'est un sujet de préoccupation au niveau de la CNDH, et pour ne pas dire dans les pays tout simplement. Et nous avons d'ailleurs eu à les relever depuis au moins 2 ans, et dans tous nos rapports, nous fustigeons le rétrécissement de l'espace civique et politique. Ça veut dire qu'il y a des atteintes à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion que nous documentons. Nous ne nous contentons pas de dire les choses, nous avons des éléments de preuve, nous essayons de documenter tous les cas que nous avons. Et il y a des plaintes qui sont déposées à notre niveau par rapport à toutes ces atteintes, à toutes ces exactions, à toutes ces violations à la liberté d'opinion, la liberté de manifester, la liberté d'expression, etc. Donc c'est vraiment un réel sujet de préoccupation et nous faisons d'ailleurs des recommandations aux autorités afin de mieux respecter les libertés civiles et politiques et les droits fondamentaux consacrés dans notre loi fondamentale. Okay. Nous constatons ces derniers temps que la lutte contre la corruption est pratiquement bas de l'aile, comme on le dit. Est-ce que vous pensez que les multiples arrestations sont-elles la solution pour endiguer réellement ces fléaux-là? Bon, malheureusement, il se passe un phénomène dans notre pays où les gens pensent que
le décernement systématique des mandats de dépôt est un indicateur de performance dans la lutte contre la corruption. Moi, je ne partage pas forcément cette opinion. Vu sous l'angle des droits de l'homme, une personne qui est accusée d'avoir commis un quelconque crime doit pouvoir jouir de la liberté, disons de la présomption d'innocence jusqu'au bout. Et malheureusement, on a l'impression qu'ici, dès qu'un mandat de dépôt est décerné, l'opinion publique crie haro sur le godet. Donc, la personne est considérée comme étant un criminel tout de suite et puis la personne est emprisonnée. Or, il est bien possible de poursuivre les gens sans les détenir. Il y a les contrôles judiciaires, et il y a les systèmes d'assignation à résidence. Et toutes ces mesures permettent d'assurer des poursuites efficaces dans le respect des droits de la personne poursuivie. Surtout qu'on constate qu'il n'y a pas le procès dans un délai raisonnable. Or, ça, c'est un droit fondamental. Un procès équitable dans un délai raisonnable, ça c'est vraiment un droit fondamental qui est consacré dans tous les instruments juridiques nationaux et internationaux. Donc, vu sous cet angle, nous estimons que soit qu'on poursuive les gens non détenus, soit qu'on fasse en sorte que la justice puisse être suffisamment diligente en vue d'éviter l'emprisonnement des gens, et après on vient à la phase de ce que les gens appellent liberté provisoire, alors qu'en réalité il n'y a pas de liberté provisoire, parce que le principe c'est la liberté. Donc c'est en réalité les demandes de mise en liberté, c'est la détention qui est provisoire. Donc on peut contribuer vraiment à réduire les taux de détention provisoire, surtout qu'il y a une surpopulation carcérale énorme au niveau de nos maisons d'arrêt. Si vous prenez les cas de Bamako seulement, la maison d'arrêt de Bamako, qui est construite pour 400 pensionnaires, à ce jour, nous sommes à plus de 3000, pour ne pas dire 4000 pensionnaires. Donc ça, je ne sais même pas si on doit qualifier cela de surpopulation carcérale. C'est tout simplement des conditions d'atteinte à la dignité humaine. Est-ce que vous pensez que tous les droits des détenus, surtout des détenus, je ne dirais pas politiques, mais des personnalités qui sont arrêtées dans le cadre de la lutte contre la corruption, est-ce que vous pensez que tous leurs droits sont respectés? En prison, surtout. Oui, en la matière, nous ne faisons pas de distinction entre les personnalités détenues et les autres détenus. Et nous, notre objectif, c'est que les conditions de détention soient humanisées pour toute personne faisant l'objet de privation de liberté. À ce titre, le constat aujourd'hui est que les conditions ne sont pas respectées, ne serait-ce que la surpopulation carcérale. En plus de ça, nous avons eu à constater des cas de non-respect du droit à la santé, parce qu'il y a certains détenus qui ont besoin de consultation, qui ont besoin d'analyses particulières hors la prison, et c'est difficilement parfois que ces personnes accèdent à ces droits. Donc, en plus de ça, le droit à l'alimentation. L'État n'est pas en mesure d'assurer une alimentation correcte à tous ces détenus, même si les familles sont autorisées à apporter à manger à leurs parents qui sont privés de liberté. Bref, il y a beaucoup de situations vraiment déplorables et nous ne nous lassons pas de faire des recommandations pertinentes aux autorités en vue vraiment d'humaniser ces conditions. Et préciser que l'objectif, ce n'est pas d'encourager l'impunité. Les droits de l'homme n'ont rien à voir avec l'impunité, au contraire. Les droits de l'homme se battent contre l'impunité. Mais les droits de l'homme ont une seule exigence, c'est que les poursuites se fassent dans le respect des droits fondamentaux de toute personne humaine et tels que ces droits sont inscrits non seulement dans notre constitution, dans le code pénal, dans le code de procédure pénale et dans d'autres conventions internationales ratifiées par le Mali. Par rapport à la diligence, vous avez parlé tantôt de ça, dans le traitement des dossiers. Il y a une très grande lenteur. Est-ce que il vous est arrivé de faire des propositions à l'État pour diligenter un peu ces dossiers-là? Exactement, on le fait régulièrement. On le fait régulièrement et
On dit une chose est de poursuivre une personne, mais une autre est de pouvoir diligenter la procédure judiciaire afin que la personne soit fixée sur son sort. Or, nous assistons souvent à des détentions prolongées, au-delà même des durées de détention provisoire prévues par nos propres lois. Donc c'est une situation que nous dénonçons et que nous décrions. Et nous faisons des recommandations à l'État pour pouvoir mieux respecter ses propres textes. Okay. Si vous avez un message à adresser d'abord aux autorités et à l'opinion, quel serait ce message-là? Bon, le même message. D'abord expliquer à l'opinion nationale que les droits de l'homme, ce n'est pas une invention occidentale, ce n'est pas une histoire de blanc. Et comme preuve, nous avons la charte de Kouroukanfouga, qui est du Mali et qui constitue une source importante en matière de droits de l'homme. Deuxième élément, quand nous, organisation de défense des droits de l'homme, nous appelons l'État à respecter les droits des personnes, il s'agit des populations maliennes, principalement. Et par extension, il s'agit de toute personne qui réside sur le territoire malien. Donc nous ne demandons pas à respecter les droits d'un Palestinien, d'un Israélien, d'un Français, d'un Russe. Nous nous occupons principalement des citoyennes et des citoyens maliens. Et troisième élément, dire que les droits de l'homme ne sont pas une vue de l'esprit. Il s'agit de nos textes, à commencer par la loi fondamentale. La Constitution du Mali, aussi bien la Constitution de 92 que celle qui est en vigueur en ce moment, consacre tout un chapitre aux questions des droits de l'homme. Donc ça veut dire qu'il s'agit de nos propres textes. Pour donner un seul exemple, dans les serments même du président de la République, il est écrit clairement que le président s'engage à respecter les droits et les libertés des citoyennes et des citoyens maliens. Mais on a l'impression que les gens, après avoir prêté les serments, oublient le contenu. Sinon, tout ce que nous réclamons en termes de droits de l'homme, c'est prévu par les lois du Mali et par la Convention du Mali et par les traités internationaux qui sont ratifiés par le Mali. Donc, il y a point de place à l'imagination. Et quatrième élément, certainement, il ne faut pas que les gens se croient à l'abri de la violation des droits de l'homme. Qui que tu sois, quel que soit le poste que tu occupes, et nous parlons en connaissance de cause. Nous avons eu à étudier des plaintes venant de la part soit des hautes personnalités, soit des parents de hautes personnalités, qui du jour au lendemain, le président de la République se sont retrouvés dans des situations de violation des droits de l'homme. Et ce n'est même pas une histoire lointaine. On va commencer par Ibeka, on va commencer par Bandao, on va commencer par l'ancien Premier ministre Mokhtar Ouane. Et même au-delà, ceux qui sont en train de nous diriger aujourd'hui, l'actuel Premier ministre, c'est un secret de Polichinelle. Et lors des mouvements qui ont eu raison du régime de Ibeka, ils ont été détenus au camp 1. Nous nous sommes allés pour nous occuper, nous préoccuper de leurs conditions de détention, de leurs droits. Il y a beaucoup de ministres qui sont dans la même situation. Et ça ne concerne pas que les civils. Il y a des hauts gradés militaires également qui ont bénéficié de notre service et de notre couverture en matière de respect et en matière de protection de leurs droits. Donc c'est dire que nul n'est à l'abri de la violation de ces droits. Cela doit être compris tant par les populations que par les autorités. Donc en conclusion, j'ai envie de dire que nul ne peut demeurer éternellement fort, et nul n'est à l'abri de la violation de ses droits. Et puis m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires et tomber au champ d'honneur par rapport à la crise multidimensionnelle que nous traversons. Et réitérer notre soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme, mais dans le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Merci, M. Boiré. Je vous en prie. C'est tout pour cette émission que nous avons eu l'immense plaisir de présenter. Merci, à la prochaine fois.